Salut les terriens et bienvenue dans ce nouvel épisode du Journal de l'espace où je vous résume comme d'habitude l'actualité spatiale qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Aujourd'hui nous allons commencer très loin vers une autre galaxie, admirer un superbe spectacle offert par une supernova. Nous irons ensuite du côté de l'énorme fusée de la NASA pour parler d'un test crucial qu'elle doit impérativement réussir. Nous continuerons sur la planète Mars pour parler de matériaux de construction devant servir à ériger de bien curieuses maisons pour les futurs colons. Et nous terminerons par plusieurs brèves spatiales sur la sélection des nouveaux taïkonautes chinois, sur le dernier ravitaillement de l'ISS et sur les différents lancements de la semaine, ainsi que ceux à ne pas rater la semaine prochaine. Mes petits terriens, pour vous apporter toujours plus d'informations et pouvoir communiquer au mieux avec vous, je suis très content de vous annoncer deux nouveautés pour le Journal de l'espace. Tout d'abord, un peu de teasing, courant octobre, vous pourrez très bientôt découvrir le Journal de l'espace sous un nouveau format, avec un site internet et une partie blog qui va démarrer, où vous pourrez retrouver toujours plus d'actualités et de courts sujets pour parfaire votre culture générale spatiale. Également, vous pouvez dès à présent venir échanger en ligne directement avec moi sur mon nouveau Discord, où j'essaierai d'être aussi présent que possible. L'adresse pour vous y rendre est dans la description de la vidéo. J'ai hâte de vous y retrouver. Allez, il est grand temps de passer à l'actu, c'est parti, je vous souhaite un très bon journal de l'espace. Et on commence avec une supernova qui a pu être observée bien loin de notre planète. Il y a plus de 2 ans, en janvier 2018, un astronome amateur a détecté un énorme flash lumineux à la périphérie d'une galaxie située loin à plus de 70 millions d'années-lumière de la Terre. Des scientifiques ont alors orienté l'une des caméras du télescope spatial Hubble vers cette zone brillante et l'a observée pendant 1 an. Ce flash, c'est ce qu'on appelle une supernova, qui est en fait l'implosion d'une étoile comme notre Soleil lorsqu'elle arrive en fin de vie, qui provoque ensuite une colossale explosion très visible grâce à une augmentation intense de sa luminosité. Il faut en effet savoir que nos étoiles, pour simplifier, sont des boules de gaz très chaudes de plusieurs millions de degrés en leur centre, mais dont la durée de vie est limitée. Celles-ci sont principalement composées d'hydrogène, qui est petit à petit consommé et transformé en hélium pendant les quelques milliards d'années de durée de vie de l'étoile, qui va ensuite gonfler et se transformer en géante rouge. En fin de vie, une fois ses ressources épuisées, et en fonction de sa masse initiale, une étoile pourra alors s'éteindre soit discrètement en naine blanche, soit de façon spectaculaire en supernova, ce qui est le cas de l'étoile dont je parlais au début de l'article. Hubble nous offre donc ici cette superbe plongée dans l'espace lointain à 70 millions d'années-lumière de notre planète vers la galaxie NGC 2525 appartenant à la constellation de la Poupe, visible dans l'hémisphère sud. Nous pouvons alors y voir ce point très brillant situé sur le bord extérieur de l'un des bras de la spirale, qui n'est autre que la lumière provoquée par l'explosion de l'étoile, qui va finir par disparaître dans l'obscurité au bout d'une année d'observation. Pouvoir observer une supernova reste un spectacle assez rare, et l'astrophysicien Adam Ries déclarait à ce sujet « Aucun feu d'artifice terrestre ne peut rivaliser avec cette supernova capturée au sommet de sa gloire ». Pouvoir observer une supernova n'est pas qu'un simple plaisir pour les yeux, c'est aussi l'un des outils utilisés par les scientifiques pour comprendre à quelle vitesse l'univers évolue et sert de point de repère pour mesurer les distances entre les galaxies. Les supernovas de ce type peuvent atteindre une luminosité maximale 5 milliards de fois supérieure à celle de notre Soleil, et cette valeur étant d'ailleurs fixe, en comparant sa luminosité réelle avec celle observée dans notre ciel, nous pouvons ainsi calculer la distance qui nous sépare de l'explosion, ce qui est une donnée particulièrement intéressante pour les astrophysiciens. Hubble nous gâte de ses observations depuis 30 ans maintenant, comme j'en parlais dans le 31e journal de l'espace, disponible ci-dessus, et les experts ont maintenant hâte que le James Webb Space Telescope prenne sa relève en octobre l'année prochaine, puisqu'il sera capable d'observer dans l'espace encore plus lointain que son prédécesseur. Allons maintenant faire un tour à la NASA qui doit réussir le test crucial de son énorme fusée SLS. Pour retourner sur la Lune en 2024, la NASA est en train de créer le lanceur le plus puissant jamais construit par les États-Unis, le SLS ou Space Launch System, qui servira à propulser la capsule Orion dont j'ai déjà parlé dans de précédentes vidéos du Journal de l'espace, avec à son bord plusieurs astronautes qui iront marcher sur notre satellite naturel. Mais la construction de cette gigantesque fusée a pris du retard, les coûts de fabrication se sont envolés, et l'avenir du SLS est encore aujourd'hui incertain, surtout avec ces nouvelles élections présidentielles américaines qui approchent.
Néanmoins, son développement continue de progresser, et au début du mois prochain, le Space Launch System va pouvoir effectuer son fameux Green Run, qui est un essai essentiel qui consiste au test complet du premier étage de la fusée, maintenu au sol, et de tous ses systèmes avec l'allumage de ses 4 moteurs principaux RS-25 durant presque 9 minutes, de façon à simuler un décollage avec un compte à rebours et un remplissage des réservoirs. Ce premier étage de fusée avait déjà subi de nombreux tests, comme celui impressionnant où les ingénieurs avaient poussé la pression dans ce dernier jusqu'à son point de rupture en fin 2019 et dont je parlais dans le 13e journal de l'espace. Haut de 60 mètres, ce premier étage du SLS contient les réservoirs principaux de carburant, ici de l'hydrogène et de l'oxygène liquide, ainsi que l'avionique du lanceur et les propulseurs. Il faut ici être certain que tous ces éléments fonctionnent correctement ensemble et qu'ils résistent à la poussée et aux vibrations, tout en permettant d'atteindre les performances voulues en termes de puissance produite. C'est seulement une fois ce Green Run effectué et toutes les données méticuleusement analysées une par la NASA et Boeing, qui crée le lanceur, que l'étage du SLS pourra recevoir son feu vert et être produit pour les 3 missions Artemis à venir de 2021 à 2024. L'étage testé étant celui qui sera utilisé pour la première mission en 2021, il est alors essentiel que ce test se déroule au mieux et n'engendre aucun report du programme, puisque le moindre retard de fabrication se répercutera sur l'ensemble des missions Artemis, compromettant ainsi le retour de l'homme et de la première femme sur la Lune en 2024 lors de la mission Artemis 3. À présent, direction la planète Mars pour parler d'un matériau de construction devant servir à ériger de bien curieuses maisons. Souvenez-vous, l'an dernier, lors des débuts du journal de l'espace, j'avais réalisé une vidéo sur Marsha, un prototype de maison martienne ayant été étudié pour pouvoir être construit à l'aide d'imprimantes 3D géantes et d'un matériau pouvant être directement fabriqué sur Mars. Inspiré par cette idée, il y a 2 semaines, des chercheurs ont publié dans une revue scientifique un article sur leurs travaux concernant la chitine qui pourrait être utilisée dans la fabrication d'un matériau durable et résistant aux conditions de vie martiennes. Pour rappel, la chitine, c'est une substance qui constitue la carapace rigide entourant le corps des insectes et d'autres animaux comme les crustacés ou les arthropodes. C'est un matériau imperméable et résistant qui pourrait, d'après les scientifiques, être utilisé dans la fabrication d'un biolithe martien, c'est-à-dire d'une roche formée de restes d'organismes. Les chercheurs proposent de mélanger cette chitine avec de l'hydroxyde de sodium ou soude caustique, qui est un minéral pouvant être miné sur Mars, afin d'obtenir un matériau pouvant être utilisé dans les imprimantes 3D géantes qu'il faudra amener sur la planète et construire les maisons proposées par l'entreprise AI Space Factory avec Marsha, cette habitation en forme d'œuf à plusieurs niveaux et de plusieurs mètres de haut, constructible en seulement 48 heures. Les chercheurs estiment également que ce matériau pourrait être produit et utilisé avec des besoins énergétiques très faibles et limitant également la quantité de matières premières qu'il faudrait exporter sur Mars pour la créer, rendant ainsi la dépendance de la colonie avec la Terre moins importante. En effet, quand on sait qu'on ne peut envoyer une fusée vers Mars que tous les 2 ans et que le voyage prend entre 6 à 8 mois, cette perspective sera bien évidemment essentielle à tout futur projet de colonisation puisque les ressources envoyées devront être ici minimales. Il reste donc maintenant à créer un environnement comme une biosphère, où les futurs colons pourront faire se développer toute une espèce d'arthropode dont le corps est riche en chitine, pour pouvoir un jour rendre viable ce projet de matériaux de construction sur Mars. Et on termine avec quelques brèves spatiales pour bien finir ce journal. Ce lundi 5 octobre, la station spatiale a réceptionné un nouveau cargo de ravitaillement, appelé Cygnus, en provenance de la Terre, qui a été envoyé par un lanceur Antares de l'entreprise américaine Orbital Science. En plus des habituels vivres et produits de première nécessité pour les astronautes, comme des fruits, comme le montre ici Chris Cassidy, on y trouvait bien sûr de nouvelles expériences à réaliser sur l'ISS, ainsi que le fameux nouveau toilette de l'espace à 20 millions de dollars appelé l'Universal Waste Management System, censé remplacer l'ancien appareil dont je parlais dans le 42e journal de l'espace, qui a notamment été revu sur son ergonomie et sur sa facilité d'utilisation pour les femmes astronautes, de plus en plus nombreuses aujourd'hui. Le vaisseau cargo Cygnus, une fois vidé, sera comme ses prédécesseurs, rempli des déchets de l'ISS pendant environ 2 semaines, pour ensuite s'en détacher et entamer sa rentrée destructrice dans l'atmosphère de la Terre qui le carbonisera intégralement. Pour rappel, la vitesse des objets en orbite terrestre basse étant proche de 28 000 km/h,
Lors de leur rentrée dans l'atmosphère, il se produit alors un échauffement très intense qui cause la destruction de tout appareil n'étant pas prévu pour résister à de telles montées en température, brûlant ainsi par la même occasion les déchets qu'il contient. C'est un moyen radical pour faire le ménage. Dans un autre registre, la Chine, le grand rival des États-Unis dans cette nouvelle course à l'espace, vient de sélectionner 18 nouveaux astronautes, que l'on appelle pour ce pays des taïkonautes, en prévision de la future grande station spatiale chinoise Tiangong 3, dont le premier module doit être mis en orbite en début d'année prochaine. Pour rappel, la Chine, suite à des différends politiques, notamment avec les États-Unis, est interdite d'accès à bord de la Station spatiale internationale et doit donc procéder par ses propres moyens pour accéder à l'espace et à un laboratoire orbital. Qu'à cela ne tienne, le pays est aujourd'hui en tête du nombre de lancements de fusées dans l'espace cette année, a posé un rover sur la face cachée de la Lune l'an dernier et continue de développer un ambitieux programme spatial, avec notamment cet été l'envoi d'un rover et d'un orbiteur vers la planète Mars, ainsi que la préparation de la mission Chang'e 5, qui va de nouveau venir poser un rover sur la Lune fin 2020, en prévision des futures missions habitées chinoises sur notre satellite naturel. C'est ici la première fois que cette nouvelle sélection d'astronautes s'ouvrait aux civils, puisqu'elle était habituellement réservée aux militaires. En effet, les 21 taïkonautes actuels qui ont été sélectionnés entre 1998 et 2010 sont tous des pilotes de chasse, et 11 d'entre eux ont pu effectuer un vol spatial à l'occasion des 6 missions habitées Shenzhou envoyées par la Chine entre 2003 et 2016. C'est donc ici la première fois en Chine que des ingénieurs ont l'opportunité de devenir astronautes, mais cette profession semble cependant encore aujourd'hui très masculine, puisque parmi les 18 nouveaux candidats de cette année, dont l'identité n'a pas encore été révélée, il n'y aurait apparemment qu'une seule femme. Enfin, pour terminer ce journal, parlons un peu des nombreux lancements spatiaux à venir. Ces 2 dernières semaines ont été assez marquées par les reports à répétition de nombreuses missions américaines, soit à cause de la météo, soit à cause de problèmes techniques. Ainsi, la mission NROL-44 n'a toujours pas pu envoyer son satellite militaire avancé, censé intercepter la télémétrie des missiles russes et chinois depuis l'orbite, qui devait partir sur l'énorme fusée Delta IV de United Launch Alliance, une entreprise créée par 2 mastodontes du spatial que sont Boeing et Lockheed Martin. SpaceX avait de son côté en début de semaine toujours 2 vols en attente, l'un pour le satellite GPS-3, sans date fixée, et l'autre pour un nouveau lot de 60 satellites Starlink, le 12e de la série, qui a finalement pu décoller ce mardi 6 octobre, venant compléter une fois de plus la méga constellation d'accès à Internet par satellite d'Elon Musk, portant ainsi le nombre à 775 appareils en orbite. Un 13e lancement pour Starlink est d'ailleurs prévu ce week-end. Le spatial étant en plein boom depuis quelques années, la semaine prochaine nous amène également de nombreux lancements à suivre, avec notamment le 12 octobre, celui du satellite chinois d'observation de la Terre Gaofen 13, lancé par une longue marche 3B, et le 14 octobre par le lancement de 12 satellites d'observation de la Terre de l'entreprise argentine Satellogic. L'Argentine n'ayant pas de fusée à sa disposition, l'entreprise passera par la Chine pour mettre ses satellites en orbite à bord d'une Longue Marche 6, bien plus petite que la fusée Longue Marche 3B dont je parlais juste avant. Enfin, la semaine prochaine, la Russie va également envoyer 2 fusées, l'une le 17 octobre pour un satellite GLONASS, l'équivalent russe du GPS, et l'autre le mercredi 14 octobre pour envoyer 3 nouveaux astronautes sur l'ISS depuis Baïkonour au Kazakhstan. On souhaite donc bonne chance à l'américaine Kate Robbins et aux 2 Russes Sergei Rizikov et Sergei Kuch-Vershkov pour leur voyage spatial à venir et leur séjour sur la Station spatiale internationale. Et c'est la fin de ce journal de l'espace. Mes petits terriens, merci comme toujours pour votre fidélité, n'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire qui fait toujours plaisir et surtout le plus important, le partage sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, vous pouvez également passer sur Tipeee ou Utip pour soutenir la chaîne, et encore une fois, merci beaucoup pour vos tips et pour votre soutien qui m'aide à faire grandir le journal de l'espace. Je vous retrouve vendredi prochain, en attendant prenez soin de vous, salut les terriens!